je suis la preuve vivante que c'est un travail difficile. Je sais à quel point c'est difficile. C'est pour ça que quand des gens me disent vous devriez parler à mon mec, je leur dis s'il vient pas de lui-même, quand il va être au milieu du pont, qu'il va être en colère parce que tout ce qui est sorti est sale et pourri, il aura envie de vous tuer. Donc oui, c'est un travail qui est difficile. Mais pour moi, il faut en passer par là. Et puis il faut bien que certaines personnes désherbent en disant ouais, il y a un petit chemin là, peut-être qu'on peut passer par là, peut-être ça vous correspond, mais allez voir. Ah non, ben on va faire demi-tour. Bah tant pis pour vous, ben nous on continue. Il faut ça. Et moi, c'est ma manière de survivre. C'est que, et c'est aussi lié au fait que, alors je suis pas quelqu'un qui dit qu'il faut faire des enfants. Non. J'ai des enfants, donc j'ai dû transmettre des choses. Et moi, il était impossible, impensable que je transmette directement à mes enfants la violence que j'ai subie. Il fallait que je travaille dessus. Et ce travail-là n'a pas commencé avec mes enfants, c'était le prolongement de quelque chose. Mais effectivement, c'est comme ça que je suis moi constitué. Ravi de vous retrouver. Ravi de retrouver D2 Cabal. C'est un projet qu'on a d'échanger sur ce qui va se passer là, qui est toujours une aventure et un voyage. Et on a programmé ça depuis des mois. Mais on attendait, et on va en parler, la sortie de son livre, qui s'appelle Mount D2 Cabal, autobiographie d'un enfant violé. On va passer par différentes dimensions, différents univers, parce que D aussi ont concerné par le monde HPI et plus particulièrement THPI. Pour ceux qui le connaissent pas, il est metteur en scène, acteur, slammer, comédien. Il travaille sur les masculinités. Je te laisserai compléter après, si tu veux bien. Il a fait un peu moins d'une vingtaine de pièces de théâtre, un peu plus d'une vingtaine de disques en solo et aussi avec son groupe Cabal. On va travailler beaucoup, échanger là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'ignore pas les agressions sexuelles des femmes, mais on va aller dans un monde beaucoup plus et pas moins important qu'est l'agression des hommes violés, et le travail que fait par ailleurs, en plus, parce qu'il fait beaucoup de choses, et je vais le laisser compléter tout ça, auprès des masculinités, auprès des hommes, et la manière dont il vit ça, dont il mouline ça, dont il jardine ça, courageusement, de manière extrêmement cash, directe, organique, à la fois dans ces textes que vous pourrez aller voir. On va mettre tout ça en biblio, dans son livre, et je te passe la main, si tu veux bien, de ce que tu veux compléter de la présentation. En fait, le but, comme tu fais plein de choses, qui va être l'univers à partir duquel après on va se promener, je te laisse compléter. C'est toujours difficile de compléter. Tu as dit les choses essentielles. Alors, avec une omission qui est quand même, pour moi, historiquement hyper importante, c'est que moi, j'arrive par le rap dans le monde artistique. Et vu comment le rap encore aujourd'hui est décrié, malmené, mal regardé, pour moi, ça me semble important de préciser que c'est le rap qui m'amène à te parler aujourd'hui. C'est-à-dire que je l'explique aussi dans le livre. Alors, je vais souvent avoir cette phrase, je l'explique aussi dans le livre. J'essaie de mettre beaucoup de choses dans ce livre, même si on peut pas tout mettre. C'est parce que je me suis mis à écrire pour le rap que je me suis mis à comprendre que je pouvais raconter des histoires et faire lien avec des personnes qui ne me connaissaient pas forcément. Et c'est parce qu'il y a eu ce média-là, le rap, que je me suis dit qu'il y avait des choses à essayer de faire bouger déjà à l'intérieur et de voir comment ça pouvait résonner en face, et surtout voir qu'est-ce qu'on pouvait fabriquer dans une forme de ensemble à partir de ces choses échangées et qui pouvaient nous modifier les uns les unes et les autres. Donc voilà, et puis je fabrique aussi des vidéos, je fais un peu de réal, enfin j'aime tout ce qui touche à l'adresse et le recevoir, le parler, le dire, l'entendre, tout ça m'intéresse, et je navigue d'un média, d'une forme à l'autre, parce que ce qui m'intéresse, c'est de raconter et de voir comment ça résonne. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse véritablement, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire que comment on se parle après avoir échangé des histoires, partagé des histoires qui résonnent ou pas, en résumé. Et tu passes par plusieurs médiums, en fait. Ça, c'est ton troisième livre, mais tu as un livre aussi qui est en sous-titrage
Ah zut, je l'ai perdu. Le silence des hommes. Euh, Alors c'est pas le euh, troisième, hein, c'est le sixième ou septième livre. mais Oui. sur ton site, je mettrai aussi ton site. Il y en a que Ouais. 3. Alors, Non, t'as pas dû bien cliquer, il faut dérouler. bah alors j'ai pas dû bien cliquer. T'as Ouais. raison. En fait, ce Donc c'est livre-là, Ma honte, est sorti aux éditions du Diable Vauvert et mon éditrice avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est les éditions de L'Œil du Souffleur, où ont été publiées pratiquement toutes mes pièces de théâtre et voilà, beaucoup d'écrits. Donc oui, je pense que Ma honte, c'est à vue de nez, sixième ou septième, je dirais. Donc, tu as les livres, tu as toutes les pièces de théâtre et j'ai été heureux de voir la dernière que tu as présentée, que j'ai vue en fin d'année dernière, où tu parles de cette histoire avant que le livre arrive. Et ton démarrage dans le rap, il a une vingtaine d'années, c'est ça à peu près? 30. 30. Ouais, c'est 1993 le début de l'aventure rapologique, comme on dit. Donc on est oui, un peu plus de 30 ans. Et c'est pour moi, c'est un choc inouï, quoi. C'est-à-dire que il y a quelque chose de l'ordre de l'oralité qui se fabrique. Moi, j'ai toujours écrit. C'est-à-dire que petit, j'adorais les rédactions, j'adorais écrire des histoires, j'adorais inventer des histoires. C'était un peu mon petit havre de paix. Et en fait, le rap a été un moyen de passer à l'oral ces choses-là. Et ça a été pour moi extraordinaire, quoi. Et les rencontres que ça fait faire, les gens avec qui tu collabores, être en studio, essayer de poser sa voix le plus correctement possible, trouver, fabriquer son instrument, etc. C'est une aventure passionnante. Mon dernier morceau, mon prochain morceau va sortir dans quelques temps. Je peux pas m'arrêter. Il y a quelque chose de l'ordre de, c'est presque une discipline sportive aujourd'hui pour moi. Et Ouais, surtout avec les ça, thématiques. Oui, exactement. Et surtout avec les thématiques que sont les miennes, il y a une espèce de vertige de la cascade. Comment on met en musique des propos aussi supposément tortueux, supposément compliqués. Voilà. Et j'aime à dire que mes 3 derniers albums sont plutôt indigestes parce qu'ils sont denses. Alors indigeste d'un point de vue commercial, hein. Mais voilà, pour moi, c'est de la musique qui va rester. C'est-à-dire que quand on aura tous autant que nous sommes participé à continuer à éveiller les consciences sur la question des violences sexuelles, il y a des œuvres qui, selon moi, sont des œuvres artistiques qui vont rester. Et j'essaie de faire en sorte que parmi tout ce que je fais, il y a un ou deux morceaux qui restent après. comment tout ça t'a amené, puis on reviendra lors de l'entretien, mais comment tout ça t'a amené sur tout ton travail auprès des hommes, sur les masculinités, sur les violences qu'ils peuvent avoir par rapport à eux ou par rapport aux autres, et aujourd'hui tu fais aussi des formations et des ateliers à destination des hommes. En fait, alors aujourd'hui, je peux parler de la spécificité HPI-THPI parce que toi et moi, on a travaillé ensemble sur ces questions-là. Mais à l'époque, c'est pas le regard que j'avais. Et en fait, j'ai toujours été quelqu'un j'ai toujours essayé d'observer comment je fonctionnais parce que ce qui m'a toujours intéressé, c'est de comprendre mes agissements, mes réflexions et essayer de comprendre comment ouais, essayer d'avoir un mode d'emploi le plus clair possible du système de fonctionnement global, quoi. Donc, moi, tout d'abord, avant de commencer le travail en direction des publics sur ce que j'appelle aujourd'hui les masculinités, et qu'à l'époque j'appelais pas comme ça, tout d'abord, moi, j'ai travaillé sur moi, à essayer de comprendre comment je fonctionnais. Et j'ai fait une espèce d'exploration de tout le système en profondeur. Alors, il y a un truc qui est important, c'est que quand on creuse à l'intérieur de soi et qu'on cherche ce qui dysfonctionne, ce qui interroge, ce qui peut être amélioré, ce qui doit être mis de côté, c'est un voyage obscur, quoi. On se balade dans les tréfonds de la personne qu'on est. Et ça peut être effrayant. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui m'a animé et qui me disait que c'était impossible d'arrêter à mi-chemin, de pas aller au bout des choses. Je prétends pas qu'aujourd'hui je suis au bout des choses, mais et en fait, à force de creuser, j'ai eu l'impression à un moment donné de trouver une chose hyper importante. Et là, je me suis retrouvé un peu comme, tu sais, comme dans Géo trouve tout dans Picsou, quoi. J'ai eu l'impression d'avoir découvert un truc, une espèce de trésor caché, et c'était une question hyper simple. Et pendant des années, je racontais ce que je suis en train de te dire là, mais je ne disais pas quelle était cette question, parce que c'est une question que je trouve vertigineuse. Et aujourd'hui, je vais le dire, c'est très simple, hein. Je me suis posé la question
de mon propre consentement dans dans la forêt, je dirais, des rapports intimes et des rapports sexuels que j'ai pu avoir. Et en me posant cette question finalement simple, bah, je suis tombé dans un gouffre, en fait. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je posais cette question hyper simple à des gens construits, qui se considéraient, qui vivaient comme des hommes, des êtres habillés d'une forme de masculinité reconnue comme étant des hommes, bah, cette question causait des vertiges, en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est ouvert une porte que je n'ai plus jamais refermée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je partage ces questionnements, ce que j'avais découvert, en prenant aussi le soin de préserver les gens avec qui je travaillais, parce que moi j'ai ma propre vitesse de fermentation, j'ai envie de dire, de macération, de réflexion, et j'avais passé pas mal de temps, pas mal d'années à réfléchir à tout ça, et il fallait que je trouve un moyen de poser des questions simples et de voir aussi comment les hommes avec qui je travaillais pouvaient avancer. Donc c'est parti de moi, et ça a aggloméré un certain nombre de personnes. Certaines personnes sont restées proches de moi, d'autres se sont écartées à un moment donné parce que c'est un travail qui est très difficile, et que moi, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que nous, en tant qu'hommes, donc par homme j'entends hommes hétéro-cis considérés par la société comme des hommes, se considérant comme des hommes, on est très très fort pour fabriquer ce qu'on appelle cette connivence masculine, qui est un des trucs que je combats finalement. Donc j'ai essayé d'être très prudent dans ces choses-là, et c'est ça qui fait que c'est un travail difficile, parce qu'il faut en permanence se méfier de ce qu'en groupe on peut fabriquer ensemble en tant qu'homme, en tant que représentant d'une certaine forme de domination. Et là où ça devient compliqué et en une fois intéressant, c'est que en tant que représentant d'une certaine forme de domination, on a plein de groupes dans les hommes. Moi, j'appartiens au groupe des racisés. J'appartiens au groupe des hétéros. Donc, en termes de discrimination sur la question des orientations sexuelles, je suis plutôt dans le haut de l'échelle. En termes de discrimination raciale, je suis plutôt à un autre endroit. Et donc, c'est tout ça qui fait que ça a été un sujet très compliqué. Et finalement, en travaillant sur les masculinités, je me suis aperçu que je n'avais jamais autant travaillé sur le racisme, parce qu'en fait, travailler sur les masculinités, c'est travailler sur les formes de domination. Et les violences sexuelles, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on essaie de désarticuler tout ce qui dysfonctionne et d'essayer d'interroger en profondeur qu'est-ce qui anime, pas qu'est-ce qui anime, mais qu'est-ce qui nous autorise à nous interroger sur la façon dont on s'est comporté et la façon dont on a agrégé, conscientisé, digéré ce qu'on a subi sans que ce soit nommé violence ou autre, en résumé. Pourquoi le consentement dont tu parles, en lien avec ta question, produit des vertiges? Il produit des vertiges, en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai pu rencontrer entre mes réflexions, les gens, et parce que finalement sur cette question-là, par rapport au commun des mortels, j'ai parlé avec beaucoup de gens depuis une dizaine d'années. En fait, il produit des vertiges parce que jusqu'à un certain moment, cette question n'avait pas été posée, pas de manière claire, pas aux hommes. La question de leur propre consentement. C'est les hommes versus les femmes. C'est ça. Et en fait, du coup, quand cette question est posée à quelqu'un qui s'est jamais véritablement posé la question, ça cause du vertige, parce qu'il y a plein de questions qui arrivent en même temps, quoi. Est-ce que je saurais dire ce qu'est le consentement en général? Est-ce que je saurais expliquer quel est mon consentement? Est-ce que je saurais dire si je l'ai déjà interrogé? Si oui, dans quelles circonstances? Est-ce que c'est des circonstances dans lesquelles mon consentement éclairé, révocable, pouvait être exprimé? Sinon, ce qui est le plus souvent, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Si je me suis jamais posé cette question, qu'est-ce que j'ai fabriqué dans mon intimité, etc. Et là, on a déjà une somme de vertiges assez faramineuse, quoi. Et du coup, la question d'après, qui est pas la plus simple, c'est si moi je suis aussi inapte, aussi peu outillé pour interroger, verbaliser, réfléchir à mon propre consentement, qu'est-ce que j'ai fait dans cette dynamique qu'est ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait du consentement de l'autre? Et là, 7 personnes sur 10 à qui tu poses la question, tu les reverras jamais, en fait. Parce qu'il y a déjà ce vertige-là du premier effet qu'il faut gérer. Et c'est chacun à sa vitesse, et c'est là que se pose la question de
jusqu'à quel point j'ai envie de remettre en question qui je suis, en remettant en question qui j'ai été et comment j'ai agi et comment j'étais fabriqué. Et c'est en ça que les vertiges sont, qu'on a les deux pieds dans un truc qui est absolument titanesque. Parce que ça nécessite d'être complètement authentique vis-à-vis de soi. Ben, je pense que c'est en filigrane dans ta signature. C'est comme dans les restaurants, tu as des plats signature. Et toi, tu as un plat signature, je trouve que ça soit dans, en fait, tes différents médiums, mais en particulier dans ce livre. Je pense que c'est ta dimension HPI qui fait ça, où on est dans le monde de la douance atypique. En gros, tu lâches rien, t'es cru, t'es direct, tu fonces comme une machine de tunnelier, tu sais, qui attaque sous la terre. Tu embarques le lecteur parce que tu le laisses pas de côté. En gros, tu lui dis, t'es pas un observateur, t'es pas là pour faire du voyeuriste, t'embarques avec moi. Tu lui poses des questions. Tu vas dans des endroits de l'intime où, évidemment, il y a pas de, c'est clair, les questions que tu poses, elles vont à l'endroit de la sexualité, de la sensualité, de la responsabilité, des choses qu'on se pose pas, vu des hommes qui n'ignorent pas les femmes, mais vu des hommes avec les effets miroirs dont tu parles. J'ai pas fait de conférence sur la sexualité ou sur ces choses-là qu'on parle souvent, parce qu'évidemment que c'est un sujet pour le monde atypique, mais évidemment, c'est un sujet qui ne se résout pas de manière typique. Donc, c'est aussi l'occasion d'en échanger avec toi, parce que tu as payé cher, tu survis, t'es pas mort. Je pense que la douance t'a aidé. Si t'es mort plusieurs fois, en fin de compte, Je dirais mais comme t'as ça, ouais. réussi. Et tu partages ça dans ce livre, et on est au fin fond des profondeurs, et en fait, tu avances en faisant partager au lecteur le travail de la découverte, où tu fais même des flashbacks à l'intérieur de ton livre, parce que en fait, t'es dedans, mais t'es dedans bien. T'es pas quelqu'un qui a écrit, t'es quelqu'un qui coécrit avec lui-même, avec les parties de lui-même, tout en embarquant le lecteur. Oui, c'était ça qui était fabuleux parce que, en fait, oui, fabuleux, c'est le mot que j'emploie. Je me demandais ce que c'était le bon mot, mais oui, c'est ça parce que, en fait, moi, j'avais le plan de ce livre en tête depuis un moment et il me fallait juste du temps pour l'écrire comme je voulais l'écrire. Et surtout, je me suis demandé, fait le plan, est-ce qu'à l'intérieur de ce plan-là, j'allais moi réussir à fabriquer quelque chose de magique en fait. Et c'est en ça que les flashbacks qui sont présents dans le livre sont des vrais flashbacks. J'ai eu deux, trois épiphanies en écrivant ce livre, des choses qui me sont apparues vraiment en les écrivant et je les ai mises là, tel que c'était. Et pour moi, c'est super important et c'est en ça que je me suis rendu compte que j'étais encore en train d'apprendre. En écrivant ce livre, j'étais en train d'apprendre à écrire ce livre. Et ça, c'était assez précieux. Et quelque part, c'est cette histoire que j'ai envie de raconter, en fait. C'est de comment, en apprenant à s'observer, on continue à apprendre de soi et à apprendre des autres. Et ça, je trouve ça assez précieux. Et ce que tu dis sur la dimension HPI, THPI par rapport à la sexualité, pareil. Moi, dans le travail qu'on a fait toi et moi ensemble sur mon terrain à moi et la façon dont je fonctionne et mon système d'exploitation et comment j'ai passé une grande partie de ma vie sans savoir que ça s'appelait THPI, etc. Et je me suis dit que cette entrée-là, l'intimité, la sexualité pour les personnes à haut, très haut ou très très haut potentiel, elle est cruciale parce que cette sensibilité qu'est la nôtre, en tout cas qu'est la mienne, pour moi, cette sensibilité qu'est la mienne, m'a maintenu en vie, m'a permis de construire des outils qui m'ont aidé à dépasser ce que j'ai vécu, et en même temps a fait que certaines portes, certaines fenêtres qui auraient dû rester fermées étaient entrouvertes et a permis dans mon cas, des agresseuses de s'y faufiler, quoi. Et donc je trouve que c'est hyper important d'aborder la question de la sexualité et de l'intimité, des sexualités et des intimités pour les personnes hypersensibles et à haut potentiel, parce que il y a des entrées qui sont très particulières. Et finalement, ma honte est une espèce de carnet de bord, de journal de bord de ma traversée, de mes réflexions. Et comme tu dis, j'essaie de mettre tout ça le plus à plat possible pour que ce soit le plus ingérable possible, quoi. Ingérable, du verbe ingérer. Je sais pas si c'est intéressant le double sens. Et en fait,
ça a été ça le plus dur. C'est-à-dire que moi, entre le moment où je vais écrire ce livre et le moment où je l'écris, tout le temps que je passe entre les deux, qui est, on va dire, entre 12 et 18 mois, c'est de m'entraîner à rendre la complexité de mon parcours et de ma pensée la plus claire possible. Et pour moi, c'est un livre dont on ne peut pas s'échapper, en fait. Alors, on peut s'échapper en le posant et en faisant comme si rien n'était. Mais une fois qu'on est dedans, tout ce qui est dit, on ne peut pas ne pas le comprendre. C'est ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte d'un truc qui est assez, qui est pas étonnant, parce que le sujet, je le connais, et que comme j'ai fait pas mal de conférences et de rencontres autour de ces thématiques-là, bah, les gens en ont peur, en fait. Et y compris les libraires censés le vendre, ils ont peur du titre, ils ont peur de ce qu'il y a dedans, et c'est normal, en fait. C'est normal, parce que c'est un miroir qui n'est pas déformant. Et en fait, en fait, les gens pensent que c'est un livre sur le viol, parce que c'est comme ça que c'est très difficile de résumer un livre comme ça en une page, un titre, etc. Mais en fait, c'est pas un livre sur le viol, c'est un livre sur comment on se construit en ayant, en ayant, en ayant accès à la complexité de qu'est-ce que ça veut dire d'être une victime et supposément un agresseur. Et je dis ça parce que pour moi, c'est hyper important de se penser en tant qu'homme hétéro cis dans ces sociétés. C'est hyper important d'avoir le courage, là j'emploie ce mot-là, de se penser comme un potentiel agresseur. Si on n'est pas à ce endroit-là, on ne peut pas avancer. Si on se dit que nous on est hors de cause et que tout va bien, et que la société elle avance mal parce que nous ne sommes pas au comment ou qu'il faudrait plus d'hommes comme nous pour que ça avance, on n'est pas au bon endroit. Il faut réussir à comprendre qu'une partie des violences qu'on a subies, on ne les a pas intégrées en tant que violence, et que donc ça a fabriqué quelque chose chez nous qui finalement est hors de contrôle, quoi. Et en même temps, j'essaie de le préciser aussi souvent que possible, si je n'étais pas convaincu que dans mon parcours, si j'étais pas convaincu que dans mon parcours, j'ai pas fait de choses pénalement répréhensibles, je serais pas là en train de parler. Je suis convaincu d'être suffisamment clean. Et en même temps, dans cet état de clean, je suis aussi convaincu que des micro-violences se sont glissées dans mon rapport aux autres, puisque de toute façon, d'un point de vue presque mathématique, ayant subi autant de violences entre 0 et 8, il est évident que des formes de violence se sont inscrites à l'intérieur de moi et qui ont dû ressortir à un moment. Voilà, et je l'explique dans un autre texte qui un jour sortira, j'espère, où je raconte que comment j'ai accès aujourd'hui, en temps réel, à ces particules de violence qui ont participé à l'éducation de mes enfants, alors que c'est ceux que j'essaie de protéger le plus. Alors c'est pas grand-chose. Et compte tenu de ce que j'ai vécu, presque c'est rien. Mais compte tenu du fait que je n'ai jamais cessé de continuer à m'hypersensibiliser aux formes de violence présentes dans nos organismes et à l'extérieur et partout, je ne veux pas ne pas voir les particules, les poussières, les petits bouts de violence qui ont aussi construit mes enfants malgré moi. Et donc si les gens que j'ai essayé de protéger le plus au monde ont été impactés par certaines formes de violence, qu'est-ce que je peux penser de quelqu'un que j'ai croisé pendant quelques heures, des potes qui ont été avec moi, des personnes avec qui j'ai partagé de l'intimité, de la sécurité? C'est évident. Et puis moi, ce que je dis souvent, c'est que on est là dans nos vies, les uns les unes les autres. On prend des violences au travail, dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans notre enfance, etc. Et on se raconte qu'il y a une bulle qui s'appellerait l'intimité ou la sexualité, à l'intérieur de laquelle il n'y a aucune violence. Et réussir à se convaincre de ça pour continuer à avancer, c'est pour moi, c'est presque culotté en fait. C'est-à-dire que de manière quasiment culotté ou déculotté? Ouais, c'est l'un ou l'autre, ou c'est souvent les deux, c'est ça le pire. Et donc voilà, c'est de là que part la réflexion, c'est aussi de prendre la mesure d'à quel point la violence a pu nous impacter dans nos rapports au monde au quotidien. Et donc cette violence-là ne s'est pas miraculeusement exclue de notre sexualité ou de l'exercice de notre intimité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, mais il y a tellement de sujets qu'il faut que je fasse le tri. Je suis en alerte de tout. Là, j'ai 30 portes ouvertes, donc il faut que je choisisse les portes pour pas partir dans tous les sens. Parce que t'es totalement atypique en tant que personne, mais ce qui émerge de toi est aussi une atypicité, et ce sont des voies pédagogiques que tu crées courageusement, parce que de toute façon t'es fabriqué comme ça. Donc là, on parle de l'implicite et de l'explicite. On pourra revenir sur la violence des hommes, mais ce que tu as subi, donc dont tu parles dans ton livre, de ta mère et de ta tante, c'est de la violence des femmes. C'est qu'on parle pas beaucoup de la violence des femmes et de la violence des femmes en direction des hommes, que ce soit les enfants, parce que ce que tu as vécu est pas exceptionnel, malheureusement, totalement tu
effectivement, mais la violence des femmes aussi, qui est beaucoup plus insidieuse, qui est beaucoup plus psychique, et qui ne peut pas ne pas exister non plus dans la sexualité, pour autant qu'on le pose avec le niveau de profondeur et d'intensité et de délicatesse qu'est la tienne. Ben, c'est là l'exercice le plus difficile. Et c'est pour ça que j'ai mis 10 ans à écrire ce livre. C'est-à-dire que ce que moi je raconte aujourd'hui, je le sais depuis un moment. Mais pour moi, il a fallu du temps pour dégager la zone, poser les bases de ma réflexion, dire c'est là-dessus que je travaille, et à un moment donné, m'autoriser à dire excusez-moi, je crois que on a un autre problème. Et vous le savez, on sait que les femmes sont violentes. C'est différent, c'est pas les mêmes chiffres, c'est pas répertorié pareil, et c'est pour ça que c'est un sujet qui est très épineux et qu'on peut en parler n'importe où. Moi, j'ai mis des années avant de parler de la violence des femmes de manière médiatique. C'est très très compliqué. Parce que déjà, c'est pas toutes les femmes, évidemment, mais il y a une manière de ne pas traiter le sujet qui m'intéresse dans la mesure où moi, je rencontre tous les jours des hommes et des femmes victimes de violences sexuelles produites par des femmes. Parce qu'une fois qu'on a dégagé le terrain et qu'on met ce sujet sur la table, bah, les gens disent oui, moi aussi, et il n'y a pas d'espace. Moi, j'avais fait une projection d'un petit court-métrage que j'avais fabriqué voilà, sur les violences, etc. Et il y a une dame âgée qui a réagi. On était un petit comité, une trentaine de personnes, et qui a parlé des agressions sexuelles subies que sa mère lui avait fait subir, et comment la mère de sa mère avait fait la même chose, et comment c'était quelque chose de mère en fille, et cette personne n'en avait jamais parlé de sa vie à personne. Et il a fallu un film de 30 minutes sur les violences sexuelles, un cadre posé qui autorise cette prise de parole pour pouvoir le dire. Et c'est un sujet épineux parce que ça n'efface pas la façon dont nous, systémiquement, on doit travailler sur les violences en tant qu'hommes on produit. Et parce qu'il y a une chose que je trouve très très forte, c'est que dans les luttes féministes, il y a des choses qui sont très très très, très intéressantes qui sont produites, et il y a une phrase que je trouve super belle, c'est les femmes disent quand vous rentrez seul avec une femme le soir que vous connaissez pas, vous avez peur de vous sentir humilié, nous on a peur d'être tué en fait. C'est pas la même réalité. Donc ça c'est réel. Donc à ce titre, il faut être super précautionneux, et d'ailleurs je sais que quand je vais regarder les rushs de ça et qu'on va arriver dans ce moment-là, je vais regarder très précisément. Et donc si ça arrive jusqu'aux oreilles des gens, c'est que je leur dis oui, je crois qu'on peut le dire, mais je trouve ça très compliqué. Très compliqué parce que ce n'est pas pour nous déresponsabiliser quant aux violences que sont les nôtres systémiquement. C'est pour essayer de les comprendre. Et moi, ce que j'ai dit dans une des pièces, justement dans Silence des hommes, j'ai dit c'est intéressant qu'on n'ait aucun chiffre qui s'appuie sur une base réelle du nombre de petits garçons ou de petites filles agressés sexuellement par des femmes. Sur que les chiffres qui parviennent sont tellement bas, et j'ai rencontré tellement de gens qui ont vécu ça, qu'effectivement, il y a un problème d'accrochage au réel, si tu veux. Et donc, ce sont des violences dont on ne peut pas parler, et comme par hasard, nous, les garçons, constituons le groupe considéré comme le plus violent. Donc moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'essayer de décortiquer qu'est-ce qui fait, et c'est ce que je dis dans le livre, qu'est-ce qui fait dans la construction des garçons, qu'est-ce qui fait que certaines violences sont passées sous silence, d'autres ne sont pas perçues comme violences, donc nous construisent, malgré nous. Et le livre ne parle que de ça, finalement. Il parle de ma colère d'avoir compris trop tard, parce que moi, je fais le malin aujourd'hui en disant, en prenant des mots forts, hein, j'ai été victime d'inceste, j'ai été victime d'agressions sexuelles, de violences sexuelles et de viols perpétrés par des femmes, mais j'ai mis un temps monstre à pouvoir verbaliser tout ça. Et moi, quand je me rends compte que ce que j'ai subi avec ma tante, ce ne sont pas ce sont pas comment dire ça, des moments sexuels, mais des viols. J'ai 24 ans, je suis adulte et je suis quelqu'un qui réfléchit depuis longtemps déjà. Donc tout le livre part de ça. Pourquoi j'ai mis autant de temps à comprendre que j'avais été violé, agressé sexuellement par une femme? Qu'est-ce qui m'a empêché, dans les outils qui étaient les miens, dans les pensées qui étaient autour de moi, que je saisissais comme ça au passage, qu'est-ce qui m'a empêché de penser que c'était des agressions? Et ça, c'est une enquête que je trouve passionnante. Parce que quelque part, ça raconte aussi dans quelle violence j'ai grandi sans pouvoir l'identifier. Et du coup, ça pose la question de, si je peux pas identifier certaines formes de violence que j'ai subies, comment je suis suffisamment au clair avec les violences que je peux produire?
Est-ce que dans les parties invisibles, alors je prends mille précautions avec les questions que je veux prendre, que je vais poser, je voudrais pas qu'il y ait des raccourcis. Est-ce qu'il y a des liens, je veux pas parler d'excuses, entre la violence des femmes et la violence des hommes, sachant que tout ça est dans un contexte sociopolitique de violence sociétale. Et je cherche pas d'excuses ou de justifications, mais je pense que on est dans une société où la question de l'homme, du père, se pose, de l'autorité aussi se pose. Et que je suis pas sûr que les femmes s'y retrouvent. Alors quand je pose la question telle que je la pose, en fait, ça pose plusieurs questions et je veux pas piétiner l'ensemble de ces questions. Qu'est-ce qui fait que dans cette société-là, sois-tu la violence insidieuse et invisible d'un certain nombre de femmes, et évidemment pas toutes les femmes, de la même manière que il y a la violence des hommes et pas tous les hommes, et de la même manière que ça pose aussi de manière assez symptomatique une société dans laquelle il y a beaucoup de violence invisible. Ce n'est pas une excuse. Et qu'est-ce qui fait que ça se retrouve? Je te laisse tout le paquet. Et qu'est-ce qui fait que ça se retrouve dans l'intime de la sexualité? Alors, selon moi, tu sais, c'est en travaillant avec une femme sur des sujets super importants que j'ai compris que la société qui me voyait évoluer, la société française, était plus sexiste que raciste. Et pour moi, c'est assez traumatisant, en fait, de se rendre compte de ça. Que finalement, les gens, la société, ce qu'elle fabrique, et alors, on est dans une société raciste, hein, s'il faut faire une autre émission pour en parler, on le fera. On parle de racisme systémique et de sexisme systémique. Ce qui ne veut pas dire que ton pote, toi qui ne regardes que ton pote qui travaille là-bas, il est pas raciste. On parle d'un truc systémique. En fait, c'est parce que la société est profondément sexiste qu'elle interdit aux femmes la possibilité d'être violentes. En fait, c'est que les femmes ne sont que douceurs, elles sont plus psychologues que nous. Pour moi, c'est le cliché principal. Et donc ça, c'est une première entrée. Ensuite, moi, ce qui m'a autorisé à parler des violences subies produites par des femmes, c'est parce que ce qui m'intéresse, c'est l'enfant. Parce que quelque part, si ce qui nous intéresse en tant que société dite civilisée et avancée sur certaines questions, c'est de protéger les enfants, tous les enfants, il faut s'occuper de toutes les formes de violence. Donc, il y a un tronc commun. Moi, les gens que je rencontre, qui viennent me voir, avec qui on discute, à la foire du livre, après une conférence, dans des formations, ils viennent pas me voir parce que je suis un homme, quand ils viennent parler avec moi. Ils viennent me parler parce qu'on est victime de violences sexuelles. Qu'ils soient des hommes, des femmes, qu'ils aient été agressés par des hommes, par des femmes, par les deux. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ok, les chiffres qui nous parviennent font état de beaucoup moins d'agressions sexuelles et de viols faits par des femmes sur des enfants. Certes, ce sont les chiffres qui nous parviennent pour le moment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas s'en occuper? Est-ce que ça veut dire que un enfant sur 200 doit être laissé pour mort dans un coin de la classe, on ne le calcule pas parce qu'il est agressé par une femme et que c'est pas un sujet? On peut pas faire ça, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si on veut protéger réellement tous les enfants, on soit vigilant à tous les endroits. Si, en tant qu'adulte, on se dit que le fils de mon pote, non, la fille de mon pote, ma cousine, ma propre fille, ma nièce ne peut pas aller en camping dormir dans la tente de ce monsieur, parce que faut quand même pas déconner, on doit pouvoir se dire, le fils de mon pote, mon fils, le fils de mon cousin, ce petit garçon de ma famille ne peut pas non plus aller en camping avec cette femme de 35 ans, que ce soit sa prof, etc. Il faut qu'on pense la symétrie à ce moment, la symétrie en deux mots à ce moment-là, en fait. Il faut arrêter de partir du principe que les femmes ne font pas ça. Même si elles sont beaucoup moins nombreuses, elles le font. Et étant donné que les dommages qui sont causés sont invisibles aux yeux de la société, ce que ça fabrique derrière est vraiment terrifiant. Et je le dis vraiment parce que c'est pas pour pointer du doigt et accuser, c'est pour dire on a manqué d'outils pour lire certaines formes de violence. Ça veut dire que systémiquement, et quand je dis on, c'est nous tous, on manque d'outils pour expertiser certaines formes de violence. Et donc ça nous met en difficulté pour protéger les plus faibles. Et on est en responsabilité par rapport aux enfants, quoi.
Je sais pas si je réponds à ta question. Si, tu réponds et j'essaie de voir toutes les choses que j'ai notées parce que tu mets à un moment donné, mais euh, sur la question de la mémoire, où est-ce que je l'ai trouvé? Euh, C'est-à-dire que sur les viols ou les agressions sexuelles, tu parles de la réglementation. Je te mets les différents points dont tu parles dans ton livre. À la fois, la réglementation fait que, et la pénalisation et aussi la plainte, c'est pas la même chose si tu as été violé ou si tu as été agressé sexuellement. Et comme tu le dis à plusieurs reprises, violer pour une femme, c'est pénétration. Pour un garçon, ça veut dire que s'il n'y a pas pénétration, il n'y aurait pas viol, alors qu'il y a viol psychique. Et il y a quelque chose qui pourrait laisser planer des doutes de la manière dont la société en parle. Et tu vas sur ces différences du fait de genre ou de morphologie ou de la manière dont la société reconnaît ou pas le sujet. Tu expliques aussi qu'en Suède, vous savez, je lis un passage, vous savez qu'en Suède, tout acte sexuel obtenu sans consentement, tu parlais du consentement tout à l'heure, est considéré comme un viol, qu'il y ait pénétration ou pas. Vous vous rendez compte du retard qu'on a pris. Et tu dis aussi, ça c'est tu parles de la pénalisation de l'agression sexuelle qui est différente, et que s'il n'y a pas pénétration, en fait, ça serait moins grave, ce qui est absolument terrible, et tu en as fait les frais. Les hommes agressent des femmes tous les jours et nous décidons de les classer par ordre de gravité par rapport à cette foutue pénétration encore. Donc ça, c'est quoi la sexualité? On pourrait aussi se poser la question. Complètement. C'est un vrai sujet pour HPI, THPI. Quel est le message que reçoit la victime si la dépossession de son statut, si on le dépossède de son statut de victime? Ça, c'est grave, ça, c'est pire, c'est pas grave, ça passe. On en est encore là. Alors, chose très importante, parce que je suis souvent passé par là, dans nos imaginaires collectifs, dans les mots qu'on emploie, il faut, et je le dis pour moi, parce que ça a été aussi important dans le livre et tout, il faut pas qu'on mette sexualité et viol sur le même plan, plus jamais en fait. Le viol n'est pas de la sexualité, le viol est une forme de violence, c'est très clair, et c'est parce que il est inclus des attributs qu'on associe à la sexualité qu'on est complètement perdu. Première chose. Deuxième chose, quand je parle du retard qu'on a ici, déjà, alors visiblement c'est en train de changer, la loi est en train de changer, il y a des débats pour changer la loi. Je crois que c'est passé là, je vais me tromper d'organisme, mais bon, c'est en train d'être discuté pour que le consentement soit au cœur de la loi. Alors, moi je dis dans le livre que c'est inadmissible, et visiblement au moment où on parle, c'est en train de changer. En Espagne, ils ont changé, je crois qu'il y a 14 pays européens qui ont déjà changé ce truc-là. Donc, la réalité qui est la mienne n'aurait pas été la même, je crois que je le dis dans le livre, si j'avais grandi ailleurs. Et ça, c'est précieux. C'est précieux de se dire, quand même, ça craint, les gars. C'est-à-dire que si j'avais grandi ailleurs, j'aurais été considéré comme une victime de viol depuis bien longtemps. Et du coup, il n'y aurait plus d'échelle de gravité. Et en fait, si on regarde un peu dans le détail cette question de pénalisation, etc., et de loi, c'est que ce sont, pour moi, des lois, et je le dis vraiment, ce sont des lois pensées par des violeurs, en fait. Ce sont des lois pensées par des violeurs qui estiment que tout ce qu'ils ont fait, ou tout ce qui a été fait, ou tout ce qui va être fait à l'extérieur de ce qu'ils nomment la pénétration, c'est moins grave. Et pour moi, ça c'est catastrophique. Ça, c'est catastrophique parce que une victime de violence sexuelle est une victime de violence sexuelle. Et alors, effectivement, si on rentre dans le détail, et je le dis, mais je pense qu'on ne gardera pas, il n'y a pas besoin, mais si on rentre dans le détail, effectivement, l'adulte qui imagine le corps de l'enfant pénétré par l'adulte, c'est affreux. Mais c'est aussi une construction. C'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à imaginer que ce soit moins grave une personne âgée qui dit des horreurs à une petite fille, à un bébé. Enfin, on a besoin de hiérarchiser. Non, on a besoin de nommer les choses et de dire ça c'est très très grave et ça c'est très très grave également et il faut s'occuper de ça. Donc effectivement, moi il y a quelque chose de l'ordre de le premier effet secondaire d'une loi sur le consentement et qui moi me plaît, c'est que ça fait de nous tous des agresseurs potentiels. Tous, hommes ou femmes, non binaires, tous.
Et ça, c'est intéressant parce que ça nous raconte qu'on doit tous passer sous le radar, tous passer sous le portique de détection quand il s'agit de protéger les enfants. On ne peut pas dire qu'un groupe est inexorablement à l'extérieur des violences sexuelles possibles. C'est pas vrai. Donc, effectivement, une loi basée sur le consentement, si demain la loi est promulguée, chacun de nous pourra se regarder en face et dire effectivement, et le livre commence par ça. La personne qui dit, le mec qui, selon moi, dit 100% des rapports sexuels que j'ai dans ma vie, le consentement de mes partenaires était valable à 100%, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la complexité de la question. Donc, ce que ferait une loi comme ça, c'est que nous mettrait en face de tout ce qui a déconné. Et on est obligé d'en passer par là, pour moi. Mais, Davy, c'est quoi le consentement? Parce que si tu veux, est-ce que un enfant peut être consentant? Consentant Non. à quoi, puisqu'il comprend pas de ce qui se passe? Non, c'est pour ça que... Il comprend pas les impacts, il comprend pas la violence psychique. Complètement. Et surtout, il comprend rien à ce qu'on lui fait, parce que finalement, on fabrique les enfants pour qu'ils soient sous la responsabilité des adultes et pour qu'ils écoutent. Enfin, le problème, il est aussi celui-là, en fait. L'adulte écoute l'enfant, surtout le proche, surtout celui de la famille. Donc, moi, si je pouvais expliquer le consentement d'une phrase, j'aurais pas fait de livre. Pour moi, ce que je raconte, c'est que c'est comme le mot racisé, c'est comme le mot lutte, c'est comme le mot de gauche. C'est tellement chargé qu'il faut se ressaisir de tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir comprendre la complexité de la chose. Aujourd'hui, moi, si je peux dire, le consentement c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, donc on connaît, parce que tout le monde lit ce qu'il y a sur Google maintenant. Et en fait, s'il suffisait de lire la définition du consentement pour l'appliquer, ça se saurait. C'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il faut, selon moi, c'est partir de là où on s'est arrêté de réfléchir à cette question-là. Là où on a cru que c'était acquis, parce que c'est pas acquis, parce que ça recommence à chaque fois à zéro. Sur les agressions, où est-ce que tu l'as mis? Pardon. Il y a la question de la mémoire. Je suis perdu dans mes petits papiers. Attends, j'arrive. Quand on essaie d'assembler les morceaux de mémoire endommagés, il y a différents types de souvenirs qui peuvent émerger. Parfois, les images les plus lointaines et les émotions les plus secrètes réapparaissent intactes malgré le nombre des années. Il arrive que certains détails, ça c'est sur la mémoire d'après, mais on peut voir le trauma que ça produit. De certains détails, dates, noms, titres, présentent dans un premier temps des incohérences par rapport aux enchaînements des événements. C'est ainsi fonctionne la mémoire traumatique, elle ne restaure de manière parcellaire et les récits linéaires peuvent être longs et parfois impossibles à reconstituer entièrement. Comment il peut y avoir consentement quand il y a sidération, quand il y a trauma? J'explique aussi, si on est sur le monde atypique, de la neurodiversité, et on en avait échangé avec Mathilde sur ma chaîne, 3/4 des femmes autistes ont été agressées sexuellement ou violées parce que pas comprendre les implicites, pas comprendre le 2e degré, pas comprendre le 3e degré. Mais quand on parle des problématiques avérées et fortes dans le monde de l'autisme, faut bien savoir que les mêmes choses existent dans le monde HPI et que bien évidemment les mêmes choses existent dans le monde neurotypique, de l'ignorance ou des méconnaissances, des mouvements qui conduisent à de la violence psychique, tout autant destructrice que la violence physique. Oui, et la puis question du consentement est pas suffisante. complètement. Et surtout, elle s'accompagne de plein d'autres questions, en fait. Et c'est en ça que c'est super compliqué. Par exemple, on est en train de commencer à comprendre comment à comprendre. On est en train de commencer à mettre sur la table tout ce qui est autour de l'emprise. Ça, c'est pareil. C'est des mécanismes de domination psychique qui annulent des personnes et qui font, et du coup, le dominant qui a emprisé quelqu'un dira j'ai posé la question, la personne était consentante, parce que de toute façon, l'être humain joue avec les règles. Et celui qui veut dominer, écraser l'autre, trouvera toujours un moyen de le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, lui dire qu'il n'a plus le droit de le faire, 2, protéger de la meilleure manière possible les personnes qui peuvent être en contact avec des personnes comme celle-ci, et 3, n'a jamais arrêté de se poser des questions, parce que toutes les règles existent parce que certains essayent de les contourner. Et donc pour moi, on va comprendre de plus en plus comment tout cela déconne. Alors il y en a qui disent oui, mais dans ces cas-là, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et donc moi je te dis, fermez-la et ne faites plus rien, quoi.
Vous n'êtes pas, on doit avoir un permis en fait. Moi, à un moment donné, j'avais écrit un projet sur le permis à points sexiste. Quand on dit trop, finalement, tu peux plus circuler en fait. Quand tu dis trop de merde, tu fais trop de merde, tu peux plus circuler, tu te mets en jachère dans ton coin. C'est un peu une blague, mais il y a quelque chose qui pour moi est, on est en train de comprendre tout doucement les mécanismes de la sidération, des psychotraumas, de l'emprise. Et pour moi, il y a un truc où la société entière va se réveiller avec une gueule de bois monumentale, et il faudra bien se retourner et chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu le temps de fabriquer quelques petites ressources là, parce que il faut qu'on reprenne tout à zéro, quoi. Et donc, on est quelques-uns, on est plutôt nombreux à fabriquer des outils qui peuvent être ressources sur ces questions-là, et c'est hyper important de s'y pencher, quoi. Ça, c'est ce que tu fais dans le cadre de tes formations. Ouais. Comment ça vient toucher les masculinités, les hommes, à la fois ces choses qui sont tues, ces choses qui sont avec les mêmes effets d'impact trauma? Je dis pas que tous les hommes ont ça. Mais tu vois, tu parles par exemple à un moment donné, et je suis d'accord avec toi, ça aussi c'est tu, sur les espèces de jeux des garçons, de jeux sexuels des garçons. Qui ne Tu sont dis pas on se appelés mettait... justice. Non, mais Ouais, c'est fréquent quand même. Hein. carrément. Euh, Eux, ils appellent ça des jeux sexuels. Ouais. je ne sais pas comment ça a évolué depuis, mais pour ma génération, une partie de jeu à l'intérieur des groupes de garçons n'était rien d'autre que l'organisation méthodique d'agressions sexuelles entre nous. C'était ça, être en bande. On se mettait des coups dans les parties génitales parce que ça nous faisait rire dès qu'un membre du groupe se retrouvait accroupi ou juste se penchait vers l'avant, entre autres, lui sauter dessus pour mimer une sodomie, puis un autre et un autre, puis tous les copains dans l'espace, c'est-à-dire la violence des hommes en direction des hommes parlant de ce sujet-là. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de. Si je schématise, si, dans mon cas, si ma mère qui me tire sur le sexe en pleine nuit quand je suis un enfant, c'est pas une violence. Bah, je peux faire un pote sous la douche dans un club de rugby, de foot, ou c'est pas de violence. Et si en plus on arrive à en rire, bah c'est encore moins une violence. Et puis si on est plusieurs à le faire parce qu'on est plusieurs à l'avoir vécu mais qu'on s'en parle pas, c'est pas de violence. Et je dis pas que j'ai fait tout ça, mais pour moi il y a une espèce de parcours comme ça logique euh, qui contrevient au, euh, au deal implicite de base de comment on vit ensemble, les gars. Qu'est-ce qu'on fabrique ensemble pour pour se soutenir, pour se serrer les coudes, pour avancer, pour s'apprendre des choses. Qu'est-ce qu'on s'apprend en fait? Et moi, quand j'ai commencé à réfléchir de mon point de vue et tout, voilà, quel était mon parcours dans l'intimité, dans mes relations, quel était mon parcours de violence, à un moment donné, je me suis dit, j'étais dans un groupe de parole avec des mecs et ils se disent, moi, avec mes potes, quand on était plus jeunes, on s'agressait sexuellement en fait. On se pinçait les tétons, on se mettait des coups dans les parties génitales, et puis voilà, on était en tournée, donc ça c'est même plus vieux. Quand t'es en tournée avec des groupes de rock, tu fais des trucs un peu dingues, quoi. Et c'est cool, c'est tout pour rire. Moi, le nombre de fois où je me suis retrouvé cul nu sur une scène parce que c'était super drôle, parce qu'on est des punks, on s'en fout, c'est chaud quand même. C'est une agression sexuelle, en fait. Et en même temps que le regard modifie sa façon de percevoir les choses, en même temps que la société évolue sur ces questions-là, on est obligé de prendre conscience qu'on a déconné. On peut pas s'en sortir indemne, c'est pas vrai. En fait. Et donc, ceux qui sont là, parce qu'aujourd'hui, ils sont pleins hein, à parler de déconstruction, etc. Et ceux qui sont là, l'air malin, qui ont toujours tout compris, et qui depuis des années, non, vous êtes des mythos, en fait, ça se voit, en fait. Si, dans votre parcours, sur ces questions-là, il n'y a pas de la douleur, il n'y a pas de la remise en question profonde, il n'y a pas, la volonté de faire la paix avec qui vous avez été, parce que vous avez compris ce qui vous a fabriqué, vous êtes à côté de la plaque. Et ils sont nombreux, parce que tout le monde raconte ça comme un truc super joyeux, c'est hyper simple, il suffit de reconnecter son regard et de dire que ça c'est pas juste. Mais non mec, parle-nous de toi. Si toi tu me parles pas de ton parcours et de comment t'es arrivé là, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que tu fais de la prose, et la prose tout le monde peut en faire en fait. Donc et ça c'est important. Et c'est ça qui rend le travail si difficile. C'est que chacun est obligé de regarder dans ses livres ce qu'il a fabriqué. Ouais, mais là, effectivement, c'est là qu'on peut voir, et je fais toujours des distinctions et je n'oppose pas les populations, entre beaucoup de gens typiques et atypiques, et il y a des exceptions à tout. C'est que dans le monde typique, il y a une espèce de travail sur soi
tel que tu le fais au burin, à la hache, au fouet, au couteau, à tout ce qu'on peut, et que de toute façon on va continuer. On attendrait de ça des autres qu'ils n'ont pas envie de faire tel que tu le poses, c'est-à-dire qu'ils le mettent à l'extérieur, alors que toi tu le mets à l'intérieur et t'as dans ça, c'est une espèce de transformation pour être une meilleure version de soi-même. Et il y a quelque chose qui est pas évident, ça rajoute de la violence à la violence, au risque que les gens s'effondrent parce qu'ils ne supportent pas le niveau de culpabilité ou de déni. Alors, je vais pas dévoiler tout ton bouquin est extrêmement dense, mais à la fin du livre, tu parles de ta dernière rencontre avec ta mère. Ça m'a ouvert le ventre en deux de ce qu'elle a fait. Et en même temps, je me disais c'est tellement ingérable C'est que ingérable. qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre? Oui, et puis mais c'est ça qui est hyper important en fait. C'est-à-dire que une fois qu'on a compris ça, moi j'ai un truc, je dis, la violence, quelle que soit sa forme, elle gagne toujours. Il faut donc la fuir. Donc il y a des moments où on doit la combattre de face pour sauver sa peau, mais les gens qui sont surtoxiques, qui vous pourrissent la vie, il faut les mettre à distance. Il n'y a pas d'autre règle. Donc, sans spoiler la fin du livre, mais le truc qui moi me semble primordial, c'est précisément ce que raconte cette scène-là, c'est que quelqu'un qui n'a pas conscience, qui ne sait pas qu'il a causé autant de mal, ne peut pas changer. Et surtout ne peut pas vous autoriser à être qui vous êtes. Donc, ce que tu disais sur le travail au burin, etc., euh, moi, c'est ma manière de survivre. D'autres personnes, qu'elles soient typiques ou neuroatypiques, d'autres personnes, la manière de survivre, pardon, c'est de mettre ça à distance, d'être dans le déni. Et honnêtement, tant que je ne peux pas leur en vouloir, je peux continuer ce travail. Quand je commencerai à leur en vouloir, il faudra que je passe à autre chose. Moi, Oui, ce bien qui me sûr. tient, c'est ça. Parce que je suis la preuve vivante que c'est un travail difficile. Je sais à quel point c'est difficile. C'est pour ça que quand des gens me disent vous devriez parler à mon mec, je leur dis s'il vient pas de lui-même, quand il va être au milieu du pont, qu'il va être en colère parce que tout ce qui est sorti est sale et pourri, il aura envie de vous tuer. Euh, donc oui, c'est un travail qui est difficile, mais pour moi il faut en passer par là. Et puis il faut bien que certaines personnes désherbent en disant ouais, ah il y a un petit chemin là, peut-être qu'on peut passer par là, peut-être ça vous correspond, mais allez voir. Ah non, ben on va faire demi-tour. Bah tant pis pour vous, ben nous on continue. Il faut ça. Et moi c'est ma manière de survivre, c'est que et c'est aussi lié au fait que alors, je suis pas quelqu'un qui dit qu'il faut faire des enfants. Non. J'ai des enfants. Donc, j'ai dû transmettre des choses. Et moi, il était impossible, impensable que je transmette directement à mes enfants la violence que j'ai subie. Il fallait que je travaille dessus. Et ce travail-là n'a pas commencé avec mes enfants. C'était le prolongement de quelque chose. Mais effectivement, c'est comme ça que je suis, moi, constitué. Et c'est pour ça que, pour le moment, à part les hommes du pouvoir, je parle des politiques, j'en veux pas aux gens qui travaillent pas sur ces questions-là. Je sais que c'est difficile. Mais à un moment donné, ça va commencer à être super compliqué, en fait. De s'autoriser, de s'octroyer le luxe, le privilège suprême de dire je vais pas regarder à l'intérieur ce qui sent mauvais parce que moi j'ai besoin de construire le monde, j'ai besoin de faire de l'argent, j'ai besoin d'avancer. Bah de toute façon, si c'est pas vous qui le faites, vos enfants seront obligés de le faire. Parce que on parle de violences invisibles, les violences invisibles elles se transmettent. C'est aussi le problème. Tout ça tout ça nous oblige, en tout cas selon moi, hein, à regarder en face ce qui va pas et ce qui nous empêche d'aller vers un réel mieux. Et effectivement, une forme de privilège est de dire ce qui est derrière moi, j'avance. Euh, et puis voilà. Bah, à un moment donné, comme avait dit une autrice que j'aime bien, bah, la facture vous est présentée en fait. C'est comme ça que ça marche. Donc certains appellent ça le karma, moi j'appelle ça la mémoire traumatique, j'appelle ça la sortie de déni. Quand ça vient, on peut rien faire en fait. Et si on n'a pas préparé un minimum le terrain, bah on perd pied. Et effectivement, le plus simple, ça a l'air de fermer la porte et de faire comme si ça n'existait pas. Mais comme on dit souvent, il y a encore du boucan à l'extérieur et ça vous empêche d'être serein. Tu parles de l'héritage générationnel. Je reprends une autre partie de ton livre. Et si l'inceste était une infection contagieuse qui transmettait au sein des familles nourries par les silences et les violences sourdes,
Christelle Gavory, qui est thérapeute, aussi THPI, qui est venue sur ma chaîne, elle dit, tu sais, quand il y a un viol quelque part, faut aller voir autour dans la famille, mais ça s'arrête pas à une situation. Et imaginons, et tu poursuis avec ça, imaginons toutes ces agressions invisibles et tues à l'échelle d'un groupe d'individus. Prenons 10 potes, les 10 garçons les plus proches de nous et posons-leur certaines questions simples. Ça va avec ce que tu as dit tout à l'heure de l'histoire des hommes. Est-ce qu'enfant, tu as déjà caressé, approché de très près ou eu des échanges verbaux à caractère sexuel avec une personne adulte? Est-ce qu'enfant, tu as déjà eu accès à du contenu à caractère pornographique? Est-ce qu'enfant, tu as déjà surpris des adultes pendant un rapport? Est-ce qu'enfant, tu as déjà surpris d'autres enfants dans des postures sexuelles? Est-ce qu'enfant, tu as soupçonné une relation particulière entre un enfant de ton entourage et un adulte? Est-ce qu'enfant, tu te souviens de t'être frotté à une personne adulte? Est-ce qu'enfant, tu as déjà joué avec un adulte à des jeux qui, sans explication, te donnaient l'impression d'être excité? Est-ce qu'aussi loin que tu te souviennes, tu as toujours été attiré par des choses en lien avec la sexualité et la pornographie? Est-ce qu'on parle de toi comme un enfant qui ne pensait qu'à se masturber? Est-ce que adulte, et je m'arrête là, en fait, tu viens poser des questions qui ne se posent pas, et ce que tu fais, c'est que tu poses des questions claires, directes, sur des sujets qu'il faut éclairer. Et si les réponses sont non, bah, tant mieux. Mais en fait, on est dans les zones invisibles et toi, t'allumes la lumière. Et c'est surtout tellement invisible que ces questions ne peuvent exister qu'à l'écrit. C'est-à-dire que pour moi, elles résonnent à l'intérieur de la personne qui la lit et la personne connaît la réponse. Elle n'a même pas besoin de formuler la réponse. Et c'est ça c'est ce que je voulais que fasse ce livre, en fait. C'est-à-dire que une fois que tu es passé par ce passage-là, que tu lis et que tu vas juste au bout de toutes les questions, t'as vu, moi, je rédige une petite conclusion, en fait. Et une fois que tu sais, tu sais. Tu peux prendre la décision de le mettre de côté, etc. Mais une fois que ces questions-là sont posées, tu ne peux plus dire c'est rien, c'est pas grave, on s'amusait, ce monsieur était très gentil, cette dame était, je fantasmais sur elle, ou toutes ces conneries-là qu'on nous apprend en fait. Et voilà, moi c'est ce que je dis dans le livre, c'est que moi comme la société m'a fabriqué avec l'idée que je suis un garçon donc je ne pense qu'à ça, il n'y avait pas de problème. Comme je pensais qu'à ça, à l'âge de 6 ou 9 ans, j'ai grimpé sur ma tante. C'est normal, je suis un garçon. Waouh. Et puis je le raconte. Moi, ce qui me sauve la vie, c'est que par une espèce de mouvement magique hyper simple, je me vois pas comme un garçon mais comme une fille, et je vois pas ma tante comme une tante mais comme un oncle. Et là, je gerbe en fait. Et c'est là qu'on a un problème. Si moi j'ai besoin de faire ça euh, pour comprendre qu'il y a un problème, c'est qu'on a vraiment merdé quelque chose. Et c'est ça qu'il faut essayer de réparer. C'est un peu présomptueux, mais de dire, de pointer du doigt en disant, hey, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc dans la mécanique là qui fonctionne pas super en fait. Et aujourd'hui, ça a déjà bougé. Hein. Bah, j'espère bien que ça va continuer, Oui, ouais. les jeunes générations, maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, dans les classes, il y a, c'est les gamins qui parlent des agressions commises par des femmes. Il y a quelque chose qui a déjà bougé. Alors, faut continuer. Parce que là, et puis là, nous, ici, on fait une veille sur ces sujets-là, donc il y a de plus en plus d'histoires de maîtresses d'école, d'enseignantes. C'est là, en fait. Et les gens vont commencer à dire, comme pour les agressions sexuelles, comme voilà, maintenant, chaque semaine, il y a une ex d'une personnalité connue qui dit, bah, j'ai été victime de violence sexuelle, et puis les gens disent, c'est la mode. Non, c'est pas la mode, ça a toujours été là. Sauf qu'on est en train de mettre la lumière dessus. On va comprendre la mesure du phénomène. Et on va se classer de terreur, parce que c'est terrifiant. Et parce que ce que ça raconte aussi, c'est que, en toute honnêteté, Fabrice, tes parents, mes parents, enfin, ils sont pas exempts de ça en fait. C'est-à-dire que on est quelque part le fruit des agressions sexuelles. C'est sûr, il n'y a pas de doute à avoir. Donc, et pour moi, il faut avancer avec cette idée-là. C'est-à-dire que si c'est aussi répandu, pourquoi toute cette dynamique se tiendrait à l'écart de ma famille? Pour quelle raison? Parce qu'on a de la chance, parce qu'on a de l'argent? Ben non, pas du tout quoi. Donc, pour moi, il faut réussir à concevoir le monde d'après avec ces idées-là, parce qu'elles sont là. Donc les gens vont commencer à dire, ah ben on en parle de plus en plus, il y en a de plus en plus. C'est comme ce que je l'ai déjà dit un peu dans les médias, c'est comme ce truc qui on est nombreux, ça nous fait sortir de nos gonds, la libération de la parole des victimes. Alors qu'on a lu là, il y a pas longtemps, que l'abbé Pierre, ça c'est depuis 1955. 1955. Donc il n'y a pas des victimes qui se sont réveillées en 2020 en fait.
C'est-à-dire que les gens et donc au lieu de, je le dis dans le livre, et je suis pas le seul à le dire, au lieu de parler de la parole des victimes qui se libèrent, c'est les oreilles de la société qui se libèrent et qui enfin écoutent et répondent autre chose que du silence. En quoi les femmes peuvent être... Les femmes, c'est générique, hein, j'aime pas les trucs génériques, mais je te laisse nuancer. En quoi les femmes peuvent être contributrices à ce travail-là pour les hommes, c'est-à-dire faire un travail en alliant les hommes et les femmes et pas les opposer, ce qui est beaucoup aujourd'hui le cas, au détriment des enfants d'ailleurs. Si tu veux, parce qu'elles en font les frais, en même temps, elles peuvent être la cause et tu l'as subi, et les femmes, ça veut rien dire, c'est-à-dire qu'on peut pas circonscrire une population à des caractéristiques particulières, mais comment elles pourraient, alors selon qu'elles sont jeunes, mamans, parents ou en couple, en fait, participer à la restauration des masculinités, parce que ça serait tout bénef pour elles. Elles n'ont rien à faire. Elles ont déjà fait tout le boulot. Ce qu'elles ont fait pour elles avec les luttes féministes, c'est à nous de regarder ce qu'il y a dedans. Il y a des choses, il y a plein de choses pour nous. Tout est là, tout est là, tout est là. Moi, j'ai commencé par la première question. Mon corps, mon choix. Et t'as vu, je suis encore dessus, ça fait 10 ans. C'est dire ce qu'elles ont fait pour elles, pour s'extirper de nos griffes. Elles ont déjà tout fait pour nous. Maintenant, il faut que nous, on fabrique nos outils à nous. Vraiment, je le pense vraiment. Elles n'ont rien, elles ont déjà bossé, mais c'était elles le groupe opprimé. Elles le sont toujours. Elles ont fait un travail extraordinaire. Et je ne parle pas de toutes les femmes. Il y en a avec qui on n'a pas d'atome crochu. Mais systémiquement, ce qu'elles ont fabriqué, les luttes féministes ont fabriqué, elles ont fait le boulot. Elles n'ont pas fini. Quand tu vois encore aujourd'hui la difficulté de déposer une plainte pour viol, elles n'ont pas fini, loin de là. Donc il faut qu'elles continuent de se sauver la peau, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dangereux. Jusqu'à preuve du contraire, même si mon livre tend à expliquer pourquoi on en est arrivé là, nous sommes les plus dangereux, c'est réel. Bien sûr. C'est à nous de nous occuper de nous, en fait. Comme on dit chez nous, on se sort le doigt du cul. Donc c'est à nous de bosser avec nos outils, c'est à nous de fabriquer nos outils. Elles n'ont rien à, elles ne peuvent pas s'occuper de nous. Elles ont autre chose à faire. Non, mais je le dis un peu de manière un peu. Elle était... Non, mais c'est très bien, tu réagis comme tu veux. Mais la question, elle n'était pas dans une dimension compensatoire de la responsabilité des hommes individuels et collectifs à corriger ça ou à développer la dignité du masculin et de l'homme. Mais est-ce que dans leur combat, sans faire le boulot des hommes, elles peuvent rajouter des choses, parce que tu le poses aussi, si on revient dans l'intimité des couples ou des relations sexuelles, est-ce qu'il n'y a pas de viol, de violence, de consentement, de demi-consentement, de non-consentement, qui est un autre sujet? Est-ce que c'est décorrélé des échanges que l'on a? Tu me dis si je réponds à côté ou... En fait, je vais déplacer la question. Dans un mouvement d'émancipation des personnes racisées, on n'ira pas demander aux racisés qu'est-ce que eux peuvent faire dans leur travail afin que les dominants, les anciens esclavagistes, les possédants se sentent. On peut pas tout faire, en fait. Et en fait, c'est pour ça que je disais que les luttes féministes ont fabriqué non seulement des avancées pour les femmes et les minorités de genre, mais en plus, ont donné des outils, des lignes à suivre pour tous les autres, dont nous. Donc, j'ai l'impression que c'est à nous de travailler, en fait. On n'a pas fait grand-chose. On est en train de discuter sur comment on peut prendre en charge la contraception. Et on est en 2025. Et là, tu parles à quelqu'un qui s'est contracepté pendant 4 ans. Et le parcours du combattant, alors que je voulais le faire, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et on a plein de problèmes. Donc, si tu veux, alors le truc qui va se passer, pour moi c'est une question de temps, c'est que les femmes en tant que groupe, hein, pareil, vont prendre en charge à un moment donné la violence des femmes, c'est sûr. Parce que c'est à elles de le faire. Parce que c'est leur groupe. Et que nous, il faut qu'on s'occupe de la violence qu'on produit. Moi, j'en passe par comment elle a été fabriquée, qu'est-ce qui l'a nourrie, et comment on peut l'interroger et essayer de comprendre comment elle arrive. Mais le sujet principal, c'est qu'est-ce qu'on fait de nous cette violence-là, aujourd'hui. Parce
que les vies à sauver sont tous les jours et qu'il y a des choses à réinterroger en profondeur. Donc, la violence des femmes, vu notre capacité à construire des fronts débiles, les masculinistes, etc., les incels, on va pas nous, et je le dis dans le bouquin, se lever demain et dire ouais, mais la violence des femmes, non. On en parle comme de quelque chose qui nous a construit aussi. Et ça va nous aider à fabriquer des choses entre nous. Et c'est ça le sens des formations que je fais, en fait. C'est de dire, le premier volet des formations que j'ai fabriquées s'adresse aux hommes qui veulent travailler sur ces questions-là. Et de dire, le travail qu'on fait, c'est on va apprendre à se regarder dans un miroir, on va apprendre à s'auto-évaluer. Ça pique, mais c'est nécessaire. Et vu le projet, vu comment je bosse, moi j'ai dit, c'est la première formation, elle fait une vingtaine d'heures, à mon avis c'est 30. Au sortir de ça, tu ne peux pas être la même personne. Parce que ce qu'on aura pointé ensemble, à partir de ce moment-là, tu vas le voir. Donc après, tu es tout seul dans ton intimité, c'est toi qui fabrique ton intimité. Mais il y a des choses, tu ne pourras plus t'excuser de ne pas savoir. Tu ne pourras plus te targuer de ne pas avoir vu. On va les mettre ensemble, on va en parler, ça va être abordé, etc. Et le vrai truc, c'est que ça fait du bien, en fait. Parce que finalement, moi, ce que me raconte l'expérience, c'est que les mecs, la plupart des mecs, je parle pas des mecs qui sont sur Internet, je parle des vrais gens, en fait. J'ai rien contre Internet, mais je parle pas des discours qui sont promus en ce moment. Ça les épuise. Ça les épuise. Moi, j'ai vécu des moments incroyables avec des gens à qui tu confierais pas 10 balles pour acheter des canettes. Hein, ok ? Les mecs qui te font une fois que tu crées le cadre, les mecs te racontent des histoires de comment ils fonctionnent en vérité, mais t'y crois pas. Et tout ce qu'ils fabriquent derrière qui te donne à voir au monde, ça les épuise. Donc en vérité, ce que moi je fabrique, c'est des zones à l'intérieur desquelles ils peuvent s'autoriser à tout laisser par terre. Et la difficulté, c'est qu'est-ce qu'ils font de ça après. Donc pour l'instant, on est dans un monde qui n'autorise pas. Ils se sont trop peu sécurisés de rester avec un peu moins de peau pour se protéger. Mais pour moi, il faut aller vers ça. Et c'est pour ça que moi j'ai plein de gens. Comment dire ? C'est pas directement mon sujet, mais tout ce qu'il y a autour de l'identité queer, pour moi, est super précieux. Chaque personne qui s'autorise à être au monde comme elle le souhaite et qui parle de s'autodéterminer, c'est tellement précieux. C'est tellement des exemples pour nous tous de dire je suis ainsi, je veux vivre comme ça, c'est moi que ça regarde. C'est tellement précieux et c'est ça qui, à contrario de ce que peuvent dire certains masculinistes de la société qui se féminise, on sait plus qu'il y a un homme. Moi, j'en ai rien à foutre de pas savoir qu'il y a un homme, qu'il y a une femme. J'en ai rien à foutre. J'ai pas besoin de ça. Pour moi, la voie à suivre, elle est celle-là. Et de dire, il faut qu'on ouvre les espaces pour que les gens puissent s'autoriser à être qui ils sont. Et d'enlever les cagoules, les masques qui fatiguent tout le monde et eux en premier. J'ai deux questions. La première, mais j'ai déjà des réponses, mais pour les gens qui nous écoutent, ça fait combien d'années que tu travailles sur la question du masculin, des masculinités des hommes et tout ça? Parce que tu as tes formations, mais c'est déjà un continuum à travers tes travaux, tes pièces de théâtre et tes Alors moi, depuis que c'est public, c'est depuis 2015. Voilà. On va dire que la première pièce date de 2015 et que j'ai commencé à l'écrire en 2014. Et avant, il y a eu tout le travail que moi j'ai fait sur moi, et c'est au moment où j'ai trouvé quelque chose entre 2013 et 2014 que j'ai commencé à dire ok, ce travail doit être rendu public, etc. Donc ça fait 10 ans que j'écris sur cette thématique-là, que je fais des rencontres, beaucoup de rencontres, et que c'est accessible. Et c'est marrant par rapport à ce que je disais sur la libération de la parole. Par exemple, j'ai fait une émission sur Canal pour parler de mon livre qui s'appelle Click, qui a été pas mal vu. Et j'ai notamment des potes d'enfance qui ne savaient pas que j'avais vécu ça. Et qui m'ont appelé, qui étaient sous le choc, etc. Et puis moi, j'étais là, et puis avec ce truc très bizarre d'apprendre ça d'un pote avec qui t'es encore en contact, hein, de l'apprendre à la télé, c'est particulier. Et en fait, ils m'ont carrément fait oublier que je leur avais déjà dit, en fait. Mais je leur ai pas dit en visio. Bah, je le dis dans mes chansons, dans mes textes, qui n'ont pas vu, certes. Et on est vraiment dans ce truc de, c'est pas la libération de la parole, c'est l'écoute qui se modifie. Moi, j'en parle depuis 2015, en fait. Dans mon spectacle Fait dur le silence des hommes en 2019, j'explique que j'ai été violé par ma tante. Je le dis. Certains sont venus, n'ont pas entendu. On peut rien faire contre le déni. Ça, on le sait. On ne peut rien faire contre le déni. Quelqu'un qui est dans le déni, vous pouvez pas l'en sortir.
C'est un mécanisme de survie qui s'active, vous pouvez rien faire. Et donc, et c'est de là de voir que, et notamment, je vois des gens qui disent, ouais, c'est la mode. Mais c'est pas la mode, c'est la mode depuis quoi? Depuis 1955? Non, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et c'est pour ça qu'il faut continuer. Et c'est pour ça que moi, dans cette, dans ce mouvement global d'écoute, je me suis dit qu'il était temps de parler aussi de cette violence-là, quoi, de ces violences-là, et parce qu'elles existent et qu'elles touchent et les femmes et les hommes. Moi, je parle de ma place. Je prends pas la parole à la place des concernés, mais voilà, moi, quelqu'un avec qui j'ai travaillé a été agressé par sa grand-mère, enfant. C'est pas rare en fait. On ne le sait pas, on n'en parle pas, on l'invisibilise. Ça veut pas dire que c'est rare. Et donc voilà, et c'est pour moi, et c'est là que c'est intéressant par rapport aux luttes féministes, c'est-à-dire que les luttes féministes s'appuient notamment sur le fait que les femmes sont invisibilisées dans ce qu'elles apportent de bon à la société. Moi, j'ai lu un article incroyable sur je vais me tromper peut-être, mais sur comment l'une des premières femmes dans l'espace était lesbienne et qu'elle n'a pas pu le dire pour pas être rayée des carnets, etc. Et comment finalement ça changerait le cours de l'histoire si on savait que la première femme à être allée dans l'espace, une des premières en tout cas, était lesbienne, et comment finalement on a invisibilisé le fait qu'elle était lesbienne, etc. Enfin, c'est hallucinant en fait. Et quand tu commences à lire cette histoire-là, mais c'est partout. Et donc pour moi, invisibiliser certaines formes de violence participe à un schéma global, sans être complotiste, et de dire si on doit renverser le monde, il faut essayer de se poser les bonnes questions. Et donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus pratique de faire croire, d'être suffisamment sexiste pour faire croire que les femmes sont incapables de violence. Les femmes en tant que groupe, je le précise encore. Et tout le monde le sait. Les femmes le savent aussi. Et pour moi, il fallait... voilà, j'ai mis 10 ans à poser cette chose-là sur la table, parce que, comme j'ai dit, il fallait prendre le temps de préparer le terrain et d'expliquer sur quoi je travaille. Je ne pouvais pas arriver avec ça comme ça, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Mais pour moi, ça participe à la réflexion, à la mise en lumière et au regard que je porte sur la construction de certaines formes de masculinité. Et une forme de masculinité qui est construite dans une violence qui ne peut pas être dite, qui ne peut pas être racontée, bah, elle fabrique de la violence.